Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour. Après avoir dressé un état des lieux de la mobilité électrique dans la première émission, nous allons désormais parler d'innovation, de conception, de mise au point de la mobilité électrique, avec pour cela 4 invités en plateau. Tout d'abord à ma gauche, Stéphane Evano, bonjour. Vous êtes en charge du business développement pour l'électrique chez Bosch. Très bien, et nous verrons avec vous ce que cela recouvre. À vos côtés, Vincent Brunel, bonjour. Vous êtes directeur activité véhicules électriques France chez Schneider Electric. À vos côtés, Monsieur Beretta, bienvenue. Vous travaillez au sein du groupe PSA et vous êtes également président de l'AVER, c'est-à-dire plutôt à ce titre-là que vous intervenez sur la table ronde, je me permets de le préciser. Et puis enfin, Vincent Rosenstiel, pardon. Vous êtes directeur général délégué d'AVL et vous nous accueillez aujourd'hui, donc j'en profite pour vous remercier de cette invitation. Je reprends un peu mon souffle après ces présentations. Peut-être je vais vous proposer de refaire un petit tour de table avec très succinctement revenir sur vos métiers dans l'électrique, voir ce que chacun propose en matière de mobilité électrique. Peut-être en commençant par vous, monsieur Ivano, je vais vous inciter à prendre un micro. Bosch très présent évidemment dans l'univers de l'automobile, l'automobile thermique, mais donc aussi dans l'électrique. Très rapidement, quel type de solution propose Bosch sur l'électrique ? Alors oui, bonjour. Nous avons choisi chez Bosch de faire pas mal de choses dans l'électrique, nous y croyons. C'est un marché qui se développe progressivement, on l'a évoqué, mais sûrement. Bosch intervient sur toute la chaîne de traction automobile, de la batterie. Désormais, depuis l'année dernière, c'est annoncé depuis l'électrochimie. Donc nous sommes sur l'électrochimie. Jusqu'au système batterie complet, moteur électrique, chargeur, tout ce qui est électronique de puissance qui est importante. Sur le véhicule, il y a aussi d'autres choses auxquelles on pense peut-être moins immédiatement, comme les systèmes de navigation qui intègrent un certain nombre d'informations importantes par rapport aux usages que nous avons évoqués, et à la crainte d'autonomie par exemple, et d'autres choses. Des systèmes télématiques, les véhicules électriques ont besoin d'être suivis. On pense par exemple à certains constructeurs qui proposent une location de la batterie. Cette batterie, donc, qui reste propriété du constructeur, elle a besoin d'être suivie. À titre d'exemple, une Renault Zoé renvoie 70 paramètres. Donc voilà, on a des solutions télématiques qui permettent de suivre ça. Et puis après, Bosch était présent également sur tout ce qui est technologie pour garage, etc. Et puis dernière chose, je vais finir par ça, nous intervenons aussi sur les infrastructures de recharge. Donc ça, c'est nouveau pour le groupe Bosch, bornes et solutions de pilotage logiciel. Très bien. On parle d'infrastructure de recharge. Je vais passer la parole à Vincent Brunel. Je ne trahirai aucun secret si je dis que Schneider Electric travaille justement sur ces sujets d'infrastructure de recharge, mais je vais vous laisser nous présenter un peu. Oui, donc Schneider Electric est un fabricant d'un équipementier qui fabrique du matériel électrique et du matériel d'automatisme. On est historiquement sur la filière électrique, puisqu'on est à la fois sur des clients, par exemple des grands comptes comme EDF. EDF est un des très grands clients de Schneider Electric sur la moyenne tension, la haute tension. On descend dans les bâtiments, comme Legrand. Effectivement, nous avons toute la partie distribution électrique qui est dans les bâtiments et qui est pour nous une activité importante. Depuis, nous avons beaucoup développé aussi toute la partie intelligente. Donc, je ne sais pas si vous entendez souvent notamment ces notions d'énergie, d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique active, et sur lequel Schneider Electric s'est positionné. Et naturellement, l'infrastructure de recharge est quelque chose sur lequel on s'est positionné très tôt. On l'a fait déjà depuis, des décennies, puisqu'on a accompagné, tous les essais du véhicule électrique dans le passé. Cette nouvelle activité, infrastructure de recharge véhicule électrique, elle date maintenant à peu près de 3 ans. On s'est repositionné là-dessus lorsqu'on a vu effectivement des fabricants automobiles qui relançaient cette filière de manière extrêmement positive, avec beaucoup d'investissements lourds, en particulier avec Renault, mais pas seulement. Et donc, on a effectivement développé tout un panel d'infrastructures de recharge, à la fois pour le résidentiel, pour les flottes d'entreprises, et aussi pour les infrastructures publiques, et puis aussi toutes les solutions logicielles, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement une prise, mais c'est aussi toute une intelligence. Il y a souvent beaucoup de besoins de comptage, de réservation, etc. Donc on a développé aussi une solution software dans les clouds qui permet de pouvoir
faire un certain nombre de services. Voilà. Parfait, Monsieur Beretta. Quelques mots peut-être sur vos fonctions au sein de l'AVER et puis si le cœur vous en dit sur la stratégie rapidement électrique et hybride de PSA. Alors au sein de l'AVER, je suis donc président de cette association nationale pour le développement de la mobilité électrique avec l'ambition finalement de l'association, c'est vraiment de faire de la promotion, de l'information et faire évoluer même les choses législatives quand c'est nécessaire. Alors, pour essayer de vous expliquer un peu, parmi les membres de l'association, on a effectivement des personnes qui sont ici, qui sont membres de l'association. Je vais peut-être me concentrer plutôt sur la partie constructeur de véhicules de l'association, je pense, parce que les équipementiers sont là. Donc, au niveau constructeur, c'est clair que quand on parle de mobilité électrique, aujourd'hui, enfin, dans la première partie de la table ronde, on a parlé beaucoup de voitures électriques à batterie. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier toute la partie hybride, et voire même hybride rechargeable et piles à combustible qui sont le début de la voiture de demain. Donc parmi tous ces véhicules, je dirais aujourd'hui, les membres de l'AVER, ils représentent les fabricants de véhicules électriques, mais aussi hybrides. Et ça, il ne faut pas oublier cette fonctionnalité de l'hybride qui peut, quand il est rechargeable, allier à la fois l'avantage de la voiture thermique et aussi l'avantage de la voiture électrique, puisqu'il peut rouler en tout électrique pendant le kilométrage quotidien normal. Alors pour revenir à votre deuxième question, du côté de PSA, nous on a une approche assez pragmatique en disant qu'il faut adapter l'énergie à l'usage en fonction du coût et des impacts environnementaux. C'est-à-dire ce couple énergie-véhicule, il faut donc le repenser. Et donc si effectivement on a besoin de faire des petits trajets, le véhicule à batterie est le meilleur, le plus efficace, parce que quand on regarde le rendement d'un véhicule électrique, il est 2 fois plus efficace, voire 3 fois plus efficace qu'un véhicule thermique. Donc là, on va bien dans le bon sens. Quand à côté de ça, j'ai un usage qui va être mixte, ville, route, là je vais plutôt me tourner vers l'hybride. Et donc PSA propose des hybrides diesel, donc adaptés au marché européen, puisqu'on est quand même dans un marché diesel, de façon à abaisser les émissions de CO2 à leur niveau le plus bas. Donc l'offre de PSA, c'est des électriques, des petits véhicules citadines ou de faible distance, des Ion et des C0. Et bientôt, ça va être introduit le mois prochain, des utilitaires, puisqu'il y a toute cette partie de livraison du dernier kilomètre en ville qui se fera en utilitaire électrique. Voilà un peu la vision de PSA. Parfait. Bon, je vous rassure, il sera largement question aussi d'hybride dans cette table ronde. Enfin, pour terminer, Vincent Rosenstiel, peut-être un petit panorama de l'activité électrique d'AVL. Tout à fait. AVL, comme beaucoup savent, est un acteur principal de l'ingénierie, donc de l'ingénierie du groupe motopropulseur, de tout ce qui propulse nos voitures. Et je reviendrai sur ce que disait Joseph tout de suite. Effectivement, il faut différencier 2 familles de véhicules électrifiés. C'est la partie des véhicules électriques, donc avec une grosse dominante électrique, éventuellement aidée par un range extender, donc sur lesquels on cherche à rouler en zéro émission dans les zones protégées. Et la deuxième famille qui est la famille des hybrides, sur lesquels on est plutôt en dominante à propulsion thermique, assistée par une électrification dans des vues d'amélioration du rendement, de la consommation, du CO2. Alors, ces 2 aspects sont au cœur des préoccupations d'AVL, qui cherchent à œuvrer pour une mobilité responsable. Pour illustrer les compromis nécessaires qu'il est obligatoire de faire dans la propulsion électrique, AVL a fait une vitrine technologique en présentant le véhicule Evaré, donc véhicule avant tout électrique, avec un compromis de batterie de relativement petite dimension, aidé par un range extender et mixant toutes les technologies nécessaires à la maîtrise d'une bonne autonomie. Donc AVL se concentre sur la maîtrise des composants et des systèmes pour
produire et satisfaire le marché de l'électrification. Bon, très bien. Les présentations sont faites, elles sont même doublement faites. Je vais peut-être commencer par une question générale. Alors, il n'y a pas trop de suspense, je m'attends à ce que vous me répondiez par oui, mais ça ouvrira un peu le débat. Est-ce que, autour de cette table, vous trouvez que le monde de l'automobile est vraiment sincère dans sa démarche d'électrique? Est-ce que les moyens sont mis? Est-ce que les investissements sont là? Est-ce que le boulot, pour dire un peu grossièrement, est vraiment fait? Peut-être votre avis sur ce sujet. Alors pour le coup, je dirais vraiment oui et 1000 fois oui. Les acteurs du monde automobile investissent énormément depuis plusieurs années sur l'électrification. Bosch investit 400 millions d'euros par an. C'est lourd. C'est lourd parce que le retour sur investissement, il n'est pas pour tout de suite, clairement. Donc on a la chance d'avoir une taille qui permet de faire ça. Pour nous, le marché, on le voit comme marché de masse après 2020, peut-être 2025, pas avant. Donc c'est lourd. La motivation, elle est là. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on y croit. Le sens de l'histoire, Charlotte l'a très bien dit, le sens de l'histoire, c'est l'électrification automobile. Vincent Brunel, c'est important de se positionner dès aujourd'hui sur ce marché? Oui, alors effectivement, ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'effectivement les constructeurs automobiles, et je dirais toute la filière automobile en général, dont Bosch fait partie, sont effectivement ont lourdement investi dans ces domaines. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que la filière électrique, et ça c'est vraiment très nouveau, c'est que pour la première fois, on a deux filières, on a une filière automobile, une filière électrique, et ces gens-là n'avaient peut-être pas trop l'habitude de se parler jusqu'à maintenant. Et donc, nous avons maintenant une nouveauté, c'est qu'on a une charge, comme une machine à laver, si je puis dire, mais qui vient se connecter dans un bâtiment qui est beaucoup plus complexe, qui embarque de l'énergie, etc. Et donc, effectivement, la filière électrique a dû aussi adresser ce sujet de manière extrêmement sérieuse. En ce qui concerne la filière, je pense qu'on a vu Legrand, on a vu EDF, Schneider Electric. On est quand même des acteurs français particulièrement lourds sur le marché français, mais aussi de point de vue international. Je peux vous dire qu'on a tous pris ce sujet extrêmement sérieusement et on a aussi investi lourdement. Maintenant, il y a d'autres acteurs aussi dans cet écosystème. Je pense au pouvoir public parce que le sujet de la réassurance, par exemple, c'est vraiment un sujet important. Eh bien, eux aussi s'y mettent. Michel en a parlé tout à l'heure. Et donc, on a, je dirais, un écosystème qui, effectivement, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas en 6 mois que l'on monte ça, mais il y a vraiment des investissements dans tous les sens de manière à pouvoir effectivement réussir cette mobilité électrique. Donc moi, en ce qui me concerne, autant il y a 2 ans, on pouvait encore se poser la question, maintenant il n'y en a absolument plus. On est certain, on est dans une direction qui est une direction extrêmement forte avec des investissements lourds. Il suffit de voir aussi les offres, aussi, ça c'est important parce que la naissance d'un marché, c'est d'abord les véhicules. On a développé des bornes, mais tant qu'il n'y avait pas beaucoup de véhicules en offre, c'était un petit peu difficile de voir décoller, je dirais, ces bornes de recharge. Et bien maintenant, on voit quand même arriver, bon évidemment on peut parler de PSA, avec un nouveau véhicule cette année pour les flottes d'entreprises, ce qui est important. On peut parler de Renault avec sa Zoé, on va parler de BMW, on va parler de Ford, il y a Volkswagen, enfin etc. Donc je veux dire, il y a un vrai investissement dans tous les domaines et dès lors que les constructeurs automobiles s'y sont mis, la filière s'y est mise aussi, elle a investi et donc maintenant on est effectivement dans une tendance extrêmement lourde et moyen terme solide. Joseph Beretta, au sein de l'AVER, vous les faites se rencontrer, ces professionnels de l'électrique, de l'automobile, les décideurs. Vous les sentez motivés, innovants? Tout à fait, je dirais. Et en plus, preuve en est finalement la montée en puissance de l'association elle-même, puisque si je remonte à 2007, on avait 40 membres qui étaient, je dirais, représentants des activités de l'époque. Aujourd'hui, en 2012, on est à plus de 120 membres, avec la représentativité de tout l'écosystème, que ce soit les constructeurs, les grands constructeurs, les petits constructeurs, les fabricants d'équipementiers, les équipementiers automobiles, les fabricants de batteries, les opérateurs de services, et je suis sûr que j'en oublie, les collectivités, les villes et les usagers. Donc on est représentatif de l'écosystème, et on se rend compte que tout cet écosystème a commencé à investit aujourd'hui et poursuit l'investissement. Même les pouvoirs publics, ça je pense qu'il faut le souligner, les pouvoirs publics ont débloqué de l'argent à la fois pour
les infrastructures, avec le plan infrastructure de 50 millions d'euros dans le cadre des investissements d'avenir, et même ont déjà financé auprès des constructeurs et même des petits constructeurs des projets d'électrification de véhicules avec ce dispositif-là. Et le dispositif des investissements d'avenir a comme objectif de mettre les produits sur le marché. Ce n'est pas uniquement de financer la recherche, c'est de passer de la recherche aux produits marché. Donc on voit bien qu'on est dans une dynamique où l'électrification est irréversible. Et la voiture de demain, la voiture de 2020, sera absolument en partie électrique, voire tout électrique pour certaines niches de marché. Vincent Rosenstiel, l'électrique c'est un marché balbutiant, mais il faut se positionner dès aujourd'hui. Tout à fait. J'abonde 100% en disant que le besoin est là. Électrifier les véhicules, ça a du sens. Ça a du sens pour les deux raisons que je citais tout à l'heure. Ça permet de faire des transmissions plus intelligentes et donc d'économiser du carburant fossile. Ça a du sens de délocaliser la pollution et de préserver les centres-villes. Donc le mouvement est là. La vitesse du mouvement et donc la croissance sera variable en fonction du contexte économique et du prix de l'énergie fossile. Mais n'oublions pas qu'il y a déjà des villes en Chine dans lesquelles il est proscrit de rentrer avec un deux roues, donc des véhicules très peu chers, un deux roues thermique. Donc oui, le mouvement est là et il ne va aller qu'en s'amplifiant. Dans le titre de cette émission, il y avait le mot innovation, alors on va consacrer une petite partie de cette table ronde à ce sujet. Vous avez tous parlé de vos technologies respectives. Où sont les marges de progression ? Sur quel sujet il faut encore travailler, innover, progresser? Peut-être Stéphane Evano, chez Bosch, quels sont vos chantiers prioritaires ? Celui auquel je pense le plus immédiatement, c'est la batterie. La batterie, on y revient quand on parle de véhicules électriques parce qu'elle est absolument centrale. Elle est centrale par l'autonomie qu'elle permet aux véhicules, mais elle est centrale aussi par les coûts qu'elle amène avec elle. Cette batterie, nous, on croit à un marché qui décollera à partir du moment où on aura un saut technologique fort sur la batterie qui permettra au minimum de doubler la capacité, peut-être de la tripler. Et également à une évolution très forte du ratio performance-coût de l'ordre de ce que l'on a connu sur les téléphones portables, sur les outillages électroportatifs ou tondeuses à gazon. Voilà, c'est de cet ordre-là que l'on parle. Ce qui représente en termes de performance concrètement, on pourrait espérer prolonger l'autonomie de quel ordre ? Je dirais l'autonomie, pour un véritable décollage du marché, il faudrait un doublement de cette autonomie. Donc tous les progrès en densité d'énergie, on ne va pas les mettre dans l'autonomie. Il y a beaucoup à mettre dans la réduction des coûts, mettre moins de cellules par voiture. Par contre, oui, un bon doublement. Voilà. Enfin, s'il y a un saut technologique auquel je pense, et les efforts de mon groupe vont dans ce sens-là, c'est d'abord sur la batterie, après sur tous les autres éléments, bien sûr. Et ce doublement, on pourrait l'espérer à quelle échéance ? Dans les 10 ans. Très bien. Dans les 10 ans. Sur la technologie lithium-ion. Après, on passerait à d'autres technologies qui permettraient d'aller au-delà, mais bon. Encore une rupture on y travaille. De plus. Voilà. Vincent Brunel, au niveau des recharges, vous parliez d'intelligence tout à l'heure, c'est là-dessus que vous mettez l'accent, l'intelligence, les services, la gestion de l'énergie ? Alors, d'abord, en termes d'innovation, je dirais la première chose sur laquelle nous travaillons, alors est-ce qu'on peut parler d'innovation ? Je pense quand même en ce qui nous concerne, parce que nous sommes des industriels, c'est de baisser les coûts. On parlait du coût tout simplement d'un point de charge. Effectivement, on est très très attaché, on y travaille grandement en ce moment, à baisser les coûts de manière à ce que, notamment pour le résidentiel, on puisse offrir des solutions de charge qui soient, je dirais, beaucoup plus bas que ce qu'on pouvait trouver il y a 2 ans. Et ça, on a une extrêmement forte ambition, on a beaucoup investi. On investit notamment à l'heure actuelle dans notre usine à Angoulême en ce sens, de manière à pouvoir répondre à ce marché de masse, parce qu'on le voit comme ça. Donc ça, c'est une première innovation qui ne se voit pas forcément, mais qui est une réelle innovation dans le sens où on baisse les coûts en innovant, par exemple, sur les cartes électroniques, etc. La deuxième innovation qui me semble à l'heure actuelle vraiment importante et sur lequel moi je travaille beaucoup, c'est sur les usages et notamment faciliter la vie, rassurer le futur acheteur véhicule électrique. Je pensais tout à l'heure, on parlait des copropriétés, pour nous c'est un sujet prioritaire, c'est donner le kit aux copropriétaires
pour pouvoir, je dirais, passer l'espèce de processus parfois qui peut sembler un petit peu compliqué pour se faire installer une borne de recharge en copropriété avec l'Assemblée Générale, etc., etc. Et avec des vraies solutions qui permettent de rassurer les autres copropriétaires que, effectivement, cette personne qui va se charger ne se fait pas aux dépens, je dirais, des consommations des parties communes, etc. Bon, ça, c'est par exemple, et ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel on travaille activement. On pense aux charges collaborateurs. On croit beaucoup, nous aussi, que non seulement il faut se charger à la maison la nuit parce qu'on dort dans son lit tranquillement, la voiture se charge, mais aussi quand on travaille toute la journée au bureau, il faut aussi encourager la charge au travail. Si vous imaginez tout simplement une personne qui a une possibilité de se charger à la maison et une autre possibilité de se charger au travail, ben, tout simplement vous doublez son autonomie. Si vous imaginez une personne qui n'a pas la chance d'avoir à l'heure actuelle un garage, qui n'a pas la chance donc de pouvoir bénéficier d'une borne de recharge, si elle a une solution au travail, eh bien elle devient éligible aux véhicules électriques. Donc il y a des innovations qui sont plus dans ce domaine, c'est des innovations qui sont plus, je dirais, au niveau de l'offre, au niveau de la facilité. Hein. Je pense à une troisième dominante aussi, qui est une tendance lourde d'ailleurs chez les constructeurs automobiles, pour justement vaincre cette espèce de perception de coût de la borne de recharge prohibitive, eh bien c'est tout simplement d'incorporer l'offre borne de recharge dans la vente du véhicule, qui fait que derrière, eh bien, on donne une visibilité sur le coût de l'installation, qui est évidemment réduit par 2 voire par 3. Donc finalement, la personne se dit, bah oui, l'installation d'une borne de recharge n'est pas si élevée. Voilà, et là, on n'est pas du tout sur l'innovation technologique, mais par contre, on est sur l'innovation qu'on peut dire marketing, offre, mais qui est super importante à l'heure actuelle. Oui, l'innovation n'est pas que technologiste. Joseph Beretta, si je pouvais résumer, l'idée c'est que les technologies existent, mais elles doivent faire leurs preuves, elles doivent progresser, c'est un peu l'idée générale. Alors c'est un peu ça l'idée générale. Aujourd'hui, les technologies sont dans la rue. Hein, et effectivement, je crois que la bonne démarche à court terme, c'est que la première progression de ces véhicules, de ces technologies, c'est d'abaisser le coût. Puisque le fait d'abaisser le coût, on va rendre plus attractif cette mobilité électrique. Je crois que le deuxième challenge, au-delà des technologies, comme on parle de mobilité électrique, c'est d'adresser les services de mobilité. Puisqu'on voit bien, si je me concentre sur la voiture électrique à batterie, on voit bien qu'on change un peu de paradigme, puisqu'on ne va pas pouvoir faire tous les services qu'on a sur une voiture classique d'aujourd'hui. Donc il va falloir adapter le service de mobilité à la caractéristique de cette voiture électrique. Donc un des exemples de ces innovations, c'est Autolib, la voiture partagée, libre-service, auquel on peut accéder moyennant finalement un abonnement, et on a un service de mobilité complémentaire au transport en commun. La deuxième approche, c'est de dire, service de mobilité, il faut peut-être aller plus loin que ces voitures en libre-service, c'est peut-être avoir la possibilité de changer de voiture en cours d'année, pour pouvoir traiter à la fois les trajets quotidiens et traiter à la fois les trajets exceptionnels. Donc là, il y a plein d'idées qui sont en gestation et qui vont déboucher pour tenir compte de la particularité de la voiture électrique à batterie. Donc innovation dans les services, c'est très important. Et si je reviens au produit, il y a aussi des innovations dans le produit pour adapter le produit à l'usage spécifique des villes, par exemple. On a évoqué les petits véhicules qui vont faire les entretiens des espaces verts. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir la même forme que les véhicules qu'on voit dans la rue ? Non, il faut qu'ils s'adaptent à l'usage. Et comme ils sont dans les espaces verts, il faut préserver l'environnement, il faut qu'ils soient électriques. Donc on voit bien qu'il va y avoir une évolution sur les services, une évolution sur les technologies, mais une évolution aussi sur le produit véhicule. Bon, pour clôturer cette partie sur les innovations, Vincent Rosenstiel, comment avez-vous travaillé votre mutation du thermique à l'électrique ? Est-ce que c'est plus compliqué de faire un banc d'essai pour l'électrique ou pour le thermique ? Comment avez-vous travaillé sur ce sujet ? Alors, développer un véhicule électrique, fondamentalement, on reste quand même dans le monde automobile et le schéma de développement d'un véhicule électrique est relativement proche de celui qu'on a en développant un véhicule thermique, en passant par des phases de mulet, proto, pré-série et toutes ces choses-là. Il me semble important néanmoins de regarder, les outils de test sont systématiquement différents, enfin, où on ouvre des champs supplémentaires de par l'électricité, mais il faut, et de par là, on voit que le développement d'un véhicule, alors
purement électrique, pour simplifier un petit peu le problème, va s'affranchir des problèmes de polluants, puisque ceux-ci sont reportés autre part en Amérique. Par contre, on découvre de nouveaux polluants qui sont la compatibilité électromagnétique rayonnée, induite à l'intérieur du véhicule, et qui ne sont pas forcément beaucoup plus simples à traiter. D'ailleurs, AVL a développé une gamme de services dans lesquels on est capable de vous supporter, dans le sens anglais du terme, pour anticiper les problèmes de compatibilité électromagnétique. Donc oui, le développement ouvre de nouveaux champs. Et puis, si on regarde les véhicules hybrides, ils gagnent en complexité. Dans la mesure où on a maintenant un problème à 5 dimensions entre le moteur thermique, la boîte, le stockage d'énergie, le moteur électrique et les contrôles de tout ça. Donc on a un foisonnement et une possibilité de complexité, de mixer, de combiner les solutions techniques dans des zones de fonctionnement qui en rendent les développements plus complexes. Par contre, donc, le challenge d'une société comme AVL est de fournir les outils de développement qui permettent de rester dans des coûts de développement et donc dans des tickets d'entrée et d'accès à la série qui restent abordables et affordable pour les clients. Alors ça, c'est le challenge d'AVL. Moi, mon challenge, c'est de rendre l'émission dans le bon timing pour ne pas faire sauter l'ordre du jour. On va donc juste terminer peut-être par un dernier tour de table autour d'un sujet qu'on évoquait en introduction ou en début d'émission, c'est celui de l'hybride. Est-ce que le passage par l'hybridation, il est important pour le passage vers l'électrification? Et puis, plus globalement, est-ce qu'il est important d'ouvrir tous les chantiers, c'est-à-dire l'hybride, mais aussi l'électrique, l'hydrogène? Peut-être Stéphane Evano sur cette complémentarité des technologies. Alors oui, il est important parce que l'hybridation va permettre d'aller vers le marché de masse plus vite. L'hybridation en termes de technique automobile, c'est l'électrification. Ce sont des produits semblables, pas tout à fait dimensionnés pareil, mais semblables. Donc elle est fondamentale, que ce soit de l'hybridation, donc l'hybridation douce, l'hybridation un peu plus importante, ou l'hybridation plug-in qui permet de se familiariser au fait de brancher son véhicule. Voilà, donc ça c'est fondamental et c'est finalement, pour moi les véhicules hybrides ne sont pas des véhicules électriques, même s'ils sont des véhicules en partie électrifiés, sont des véhicules thermiques optimisés qui amènent vers l'avènement de véhicules. Avec déjà des belles réussites même commerciales. Oui, on peut citer le Peugeot 3008 hybride qui a été accompagné d'autres sorties véhicules au sein du groupe PSA, donc fait avec une bonne participation de Bosch, une belle réussite technologique, une belle réussite de marché. Économiquement, c'est encore de l'ordre, on va dire, de l'investissement, mais nous avons choisi de le faire. Vincent Brunel, peut-être sur l'hybride rechargeable, est-ce que c'est un sujet que vous suivez ? Alors effectivement, c'est l'hybride rechargeable que nous regardons, parce que l'hybride simple bien sûr. ne nous regarde pas, je dirais, puisqu'il n'y a pas de connexion avec le réseau. Pour l'instant, ce que l'on observe, c'est qu'en fait, on a vu des véhicules hybrides, encore relativement peu de véhicules hybrides rechargeables. On pense que le décollage est en train de se faire, puisque, encore une fois, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait une offre. Donc, à l'heure actuelle, les constructeurs automobiles sortent leur premier véhicule hybride rechargeable. Donc on compte beaucoup dessus. Je dirais que pour nous, c'est comme un véhicule électrique. Par contre, il y aura des exigences en termes de puissance qui seront moindres, des durées de charge qui seront moindres. Donc il y aura des contraintes en termes de, je dirais, de technologie de charge d'une part et de technologie à mettre en place pour gérer l'énergie qui vont être certainement moins impactantes. Voilà. Donc, de manière générale, on pense que l'impact sur le réseau va pas être aussi lourd et on n'aura pas forcément la nécessité, par exemple, à mettre une prise mode 3 type 3 comme on le fait pour les véhicules 100% électriques qui demandent de la puissance. Ceci dit, on regarde parce que, par exemple, on voit effectivement un certain nombre de constructeurs automobiles qui sont déjà sur la technologie équivalente aux véhicules électriques et avec des batteries
batteries embarquées, mais pas tout de suite, mais dans 5 ans, qui sont quand même relativement importantes. Donc on pense que ce véhicule hybride rechargeable pour l'instant a un faible impact sur, je dirais, le marché du véhicule électrique et ses conséquences sur les infrastructures. On pense que d'ici 5 ans, il va y avoir vraiment une place importante du véhicule hybride rechargeable et on va se retrouver certainement avec, je dirais, une nécessité d'intelligence et de gestion de charge équivalente à ce que l'on a à l'heure actuelle avec les véhicules électriques. Très bien. En préparant cette émission, Joseph Beretta, vous me disiez c'est aussi une question géographique. Peut-être qu'il y a des zones où, comme l'Asie, par exemple, qui passeront à l'électrique tout de suite. Et puis, dans notre vieille Europe ou en Amérique, on passera plus facilement de l'hybride puis à l'électrique. Oui, alors là, vous ouvrez la grande question. Est-ce que l'hybride, c'est finalement un véhicule de transition qui va disparaître à terme ? Je pense que non, puisque quand on parle de transition sur la durée, ça veut dire que c'est quand même un marché qui est en train de se développer. Après, on voit apparaître une autre question, finalement. Quel type de véhicule électrifié j'ai besoin? Et là, c'est le consommateur, parce que finalement, il y a un moment où il faut se tourner vers le client. Qu'est-ce que le client attend? Et il va devoir se poser sa question, finalement, quel est l'usage prépondérant que je vais faire avec mon véhicule et choisir la bonne technologie. C'est-à-dire, soit il choisira un véhicule électrique à batterie, soit un hybride rechargeable, soit un hybride classique, soit même un thermique classique, parce qu'en fonction de cet usage, il faudra qu'il pense optimisation énergétique, optimisation coût, et là, il aura ce choix à faire. Et pour l'instant, on n'a pas encore passé cette transition, c'est-à-dire le client achète finalement sur un coup de cœur ou par habitude. Mais tout doucement, on glisse là-dessus, et effectivement, par zone géographique, on verra, en fonction des besoins des clients, se développer plus ou moins telle ou telle technologie. Et on est dans cette phase de mutation. Cette phase de mutation ne veut pas dire que finalement demain il n'y aura plus de véhicules hybrides et que ça sera que des véhicules électriques ou piles à combustible. On a quand même une grande phase de transition qui justifie tous les investissements qui sont faits pour faire de l'hybride et pour faire de l'électrique. Bon, ça fera peut-être l'objet de futures tables rondes dans les prochaines années. Je vais quand même laisser le mot de la fin à notre hôte du jour, Vincent Rosenstiel. Hybride, électrique, je crois même hydrogène, vous êtes positionné sur l'ensemble des motorisations? Oui, tout à fait. Et je ne dirai pas ce que mes collègues ont dit. Il est clair que l'hybride a un bel avenir devant lui. On ne peut souhaiter qu'une seule chose, c'est que le véhicule électrique se développe vite. Il y a un certain nombre de freins, on l'a vu. AVL est positionné sur toutes ces technologies, y compris la pile à combustible. Donc nous sommes ravis de voir le monde évoluer dans ce sens, dans la mesure où on va vers une préservation de l'environnement. Donc, pour terminer, je dirais que nous sommes prêts à vous aider tous dans le développement de ces véhicules hybrides, électriques, y compris piles à combustible. AVL a positionné, a installé son 300e banc électrique ou de composants électriques récemment, donc nous en sommes très fiers. Nous avons une grosse part de marché en Chine, plus de 65% sur les composants, sur les bancs de test des moteurs électriques, et nous avons positionné aussi notre premier banc en fin de chaîne, c'est-à-dire que nous abordons aussi pas seulement le côté développement, mais aussi la partie industrielle, et donc AVL se promet un bel avenir dans ce monde qui évolue beaucoup, dans le monde de la mobilité électrique. Parfait, merci à tous les quatre pour votre présence sur cette table ronde. Nous ne manquerons pas de suivre tout au long de cette journée l'ensemble des mutations et sujets que vous avez évoqués. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission, comme la précédente, sera disponible en ligne sur Cleantech République. Au revoir.